Allô. Ok, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi. Nous sommes le 11 juin 2014. Je vous demande si c'est ok au niveau du son et de l'image. Je vous souhaite la bienvenue sur videobourse.fr. Merci d'avoir confirmé que c'était ok au niveau du son et de l'image. On va pouvoir commencer. Comme d'habitude, quelques rappels en ce début d'émission. Cette émission s'appelle Trader Ensemble Live. L'idée de partager nos points de vue, nos idées, nos prises de position, nos avis, etc. Pour info, je suis vendeur de CAC et vendeur de Royen. Alors, ce qui s'échange dans le cadre de cette émission, bien, il ne s'agit que d'avis, d'analyse, en aucun cas de conseils. Il faut une licence en France pour donner des conseils en investissement financier, la licence de CIF, que je n'ai pas. Aussi, si vous choisissez de me suivre ou de suivre l'un des membres dans le cadre de cette émission, cela incombe de votre responsabilité. Vous pouvez participer via le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Et alors Joshua qui est pas content et qui souhaite s'en aller, bah vas-y va-t'en Joshua, et tu dis lol comme prévu, il commence live quand son trade devient gagnant. Tu peux suivre les résultats de mon compte, ça me permet d'enchaîner avec ce que je voulais dire. À tout moment, en cliquant sur le lien mes résultats, au-dessus du cadre de diffusion de l'émission, donc tu as le compte mutualisé ou le compte personnel. Donc c'est mis à jour toutes les 5 minutes quand il y a l'émission ou non, donc tu peux suivre tous mes trades quand c'est positif ou négatif. Là actuellement sur la journée je suis encore légèrement négatif. Donc là j'ai un profit en cours de 610 € et c'était 687 € de pertes qui ont été prises ce matin. J'étais acheteur sur l'euro yen, je me suis ensuite retourné. Donc on va voir ce qu'il en est. On a une belle impulsion sur le CAC 40 sur lequel je suis vendeur. Et donc vendeur d'euro yen, donc sous pression vendeuse. Donc on va voir si on a des décalages, ça peut vite devenir des positions tout à fait intéressantes. Donc on va suivre ça avec intérêt. Quoi d'autre? Bah, pas grand chose. Voilà, donc pour nous rejoindre sur le Mumbo, vous avez le lien en haut à droite du cadre de diffusion de l'émission en bleu ciel. Ça on avait vu. Outada qui disait ce qui est inquiétant, c'est que les États ne prévoient absolument rien pour l'après-pétrole. Les politiques ont une vision long terme, 3 ans max, disait Phil. Ok. Bon. Alors, les raisons de prise de position sont assez simples, hein, c'est simplement du suivi de tendance. Donc comme j'ai dit ce matin, j'étais acheteur d'euro yen, parce qu'on avait tenté un début de correction. Là, les vendeurs sont revenus fort ce matin, donc j'ai encaissé mes pertes et je me suis retourné. Ça a hésité pendant un bon moment, et là, les vendeurs essaient de revenir, donc on va voir ce que ça donne. Si le mouvement de baisse de fond, la tendance est clairement baissière, se poursuit sur l'euro yen. Sur le CAC 40, j'ai plutôt un biais vendeur ces derniers temps, avec les niveaux sur lesquels on est. Et je me dis qu'on peut avoir des gros décalages. Donc là, on a eu une belle baisse ce matin. J'en ai profité. J'ai pris un bénéfice dans un premier temps, puis j'ai revendu ensuite sur phase de correction. Là, les vendeurs essaient de revenir, donc on va voir ce que ça donne. Donc 16h29, je suis la de cotation en Europe et je suis vendeur de CAC 40. Les marchés américains ont ouvert il y a 1 heure maintenant. Il y a une expression plutôt vendeuse, donc on va voir ce qu'il en est, mais c'est plutôt bien orienté à suivre. Outada qui disait les politiques ne voient rien jusqu'à la fin de leur mandat. Au moins avec la monarchie, la vision long terme était plus longue. Ok. Ok, bien, si vous aussi vous avez des positions, n'hésitez pas à l'indiquer. Autrement, je vois que sur l'euro-dollar, c'est assez stable. Le dollar yen, c'est sous pression baissière, mais assez stable. La livre sterling face au dollar, assez stable. Donc voilà, on va voir. Ça presse, tiens, à la vente, hein, du côté des marchés US. C'est bon pour mes positions à la vente sur le CAC 40. Euro-yen, dans le cas du couple euro-yen, l'euro fait plutôt office d'actif à risque, le yen de valeur refuge, en tout cas par rapport au marché actions européen et américain. Donc on va voir, mais actuellement mon exposition est assez unanime, et donc je suis clairement en directionnel avec un pari de vente sur les actifs à risque et d'achat de valeur refuge, puisque je vends d'un côté l'indice français et de l'autre l'euro face au yen japonais. Donc on va voir ce qu'il en est, tiens, je repasse très légèrement positif sur la journée, on va voir maintenant si on parvient à trouver un décalage significatif. Moins 31% pour Total, par exemple, depuis 2004. Je veux dire, par rapport à quoi moins 31% de bénéfices, de production. La production mondiale a baissé en 2013 en dehors des nouveaux pétroles extrêmes et non conventionnels d'Amérique du Nord, pétrole de schiste aux États-Unis et sable bitumeux au Canada. Bitumineux. Ok. Voilà, voilà. Ce qui se disait. Alors, je vois que ça hésite un peu du côté de l'euro yen. L'euro yen, je vais prendre le bénéfice. Voilà.
Et j'aurai l'occasion de reprendre position si besoin est. Je serai sur le CAC 40. Le dollar yen tente de presser là. On va voir ce qu'il en est. Ouais, ça attaque de nouveau du côté de l'euro yen. Vente, un lot, donc une exposition moindre. Du côté du CAC, on n'est pas encore sur une baisse dingue, mais on est quand même sur une baisse significative ce jour. Avec 0,88% enregistré. Les acheteurs essayent de revenir sur le CAC. Pour l'instant, je maintiens mon ordre. On va voir ce qu'il en est. Sur l'euro yen, ça remonte. Ça presse toujours hein, du côté des marchés américains. Ok, je revends tout de suite du côté de l'euro yen. 16h34. Il n'y a rien de particulier hein, ce jour au niveau des nouvelles macroéconomiques. Cette nuit, on aura des nouvelles importantes par rapport à l'économie néo-zélandaise, donc il faudra suivre ça avec intérêt. Demain à 14h30, on aura des chiffres par rapport à l'économie américaine. Ce sera le dernier live de la semaine demain, parce que vendredi, je serai au Friday Forex. Donc, je suppose qu'il y en aura parmi vous qui y seront également. Ce sera l'occasion de se voir. Il y aura pas mal de conférences et de duels de trading, donc ça paraît intéressant. On verra cela sur place. Fab, c'est quoi la taille des lots minimum sur le CAC chez ton broker? Je crois que c'est 1 euro du point, mais je suis pas sûr. J'ai pas testé moi, mais je crois que ça doit être 1 euro du point. Après, tu peux demander au support hein, de chez JFD ce qu'il en est. Bon, sur le CAC 40, on reste au-dessus des précédents plus bas. Pression est toujours vendeuse. Je suis tenté de couper pour prendre le bénéfice et éventuellement attendre concrètement une cassure. Parce que là on peut avoir une phase de correction, c'est ce que je vais faire. Voilà qui est fait. Donc là je suis en dehors du marché sur le CAC 40. Donc deux belles prises de bénéfices là, sur ces dernières positions.
Je reste légèrement négatif sur la journée, mais de manière tout à fait moindre. Je perds désormais 0,12% sur la journée. On va voir s'il y a des décalages intéressants dans cette fin de journée sur les différents produits. Tout en position à la vente sur l'euro-yen, j'ai 2 lots là à la vente actuellement. Légèrement négatif, enfin 6 points de perte sur la première et au point d'équilibre sur la seconde. Tente d'accélérer là sur le CAC, je suis avec une prise de position à 10 € le point. Toujours le même biais sur l'ensemble de mes produits. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça bouge, il y a la tendance de fond, donc c'est intéressant. Après, ça bouge pas non plus pas de la folie, il n'y a pas des gros décalages rapides. Du coup, je vais regarder ce qui se publie à droite à gauche. Il y avait Très Dingo, donc Tonton, qu'on avait reçu ici en interview il y a quelques temps maintenant, qui publie une analyse avec Gann. On écoute ça. Bonjour, voici une présentation de la méthode de Gann pour ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit. Prenons un exemple simple sur l'argent, le métaux précieux contre le dollar, sur un graphique journalier. Un chandelier égale une journée de cotation. Donc on va essayer de regarder quelque chose d'assez explicite, d'assez pertinent. Par exemple ici vous avez un plus bas le 28 juin 2013 où on fait le prix de, donc on va regarder le plus bas 18,19. Donc ça c'est un plus bas de référence. Le but est de capturer le prochain point haut de retournement. Donc avec votre grille de Gann, tout simplement vous rentrez un prix de départ 18,19 et le tableur automatiquement va vous calculer une incrémentation d'angle et va vous proposer des prix futurs à surveiller. Donc en l'occurrence 135 degrés nous ferons 25,15 $, en prix à surveiller ici. Bien sûr il y en avait d'autres mais il faut surveiller les uns après les autres. 25,15, c'est précisément ce qu'on a fait ici le 28 août, c'est-à-dire 61 jours plus tard, soit 43 jours ouvrables, 61 jours calendaires ou 43 jours ouvrables. Le 28 août 2013, nous avons fait un prix de 25,09 avec le spread, voilà, 25,14. Donc les angles nous donnaient 25,15, on a fait 25,14, à 1 centime près, c'était bien. Alors après, ce qui est bien de regarder, c'est vous regardez ici le prix à 18,19. Si vous en faites la racine carrée,
Voilà, j'enlève la virgule, 18,19, racine carrée, ça me fait 42,64. J'arrondis au-dessus à 43. Et si vous prenez une réglette, vous regardez entre le plus bas du 28 juin 2013 et le plus haut du 28 août 2013, vous avez précisément 43 séances. Vous voyez? Donc à partir d'un point bas, il vous est possible de mesurer et de calculer le futur point haut. Et finalement de façon assez simple. Alors après il y a des techniques plus poussées pour mesurer si le marché est terminé, si la hausse est terminée, ça va pouvoir se retourner à la baisse. Alors tout simplement, vous allez par exemple, vous prenez le prix de 25 $ qu'on a vu, donc là je le mets à 3 chiffres pour des raisons pratiques de calcul. Voilà, 25 $, 3 chiffres, 250, ça nous fait 101 degrés. Et on a dit qu'on avait fait en 43 séances. Donc ça faisait 61 jours calendaires, 61 jours du calendrier. Et 61 jours nous font 101 degrés également. C'est-à-dire qu'entre le prix et le temps, entre le prix et la durée de tendance, j'ai un écart de 0 degré. On appelle ça un éclairage parfait, c'est-à-dire que quand vous avez un marché qui est d'équerre, qui est d'un éclairage parfait, bah vous savez que le marché peut se retourner dans la direction opposée. C'est-à-dire que ici, bien, vous étiez haussier, ça montait. Vous avez un marché qui est d'équerre, donc là, vous pouvez repartir à la baisse. Donc voilà, c'est une présentation simple de la méthode de Gann. N'hésitez pas à vous intéresser à ce genre de méthode, c'est quand même assez redoutable comme stratégie, et c'est la seule méthode finalement, la seule et unique qui vous permet de savoir si une tendance est terminée ou non, savoir sur quel prix, sur quelle durée. Vous n'avez pas besoin d'indicateur, vous n'avez besoin de finalement rien du tout, à part de connaître la méthode de calcul. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Ok, donc ça c'était le point réalisé par Tonton. Ok. Alors on va reprendre nous. Ah, quand c'est déconnecté, bizarre. Ce qui nous intéresse, donc pour l'instant c'est assez calme, hein. On est toujours assez bas sur l'euro-yen là, très proche du point d'équilibre, et sur le CAC légèrement négatif pour le moment. Jess qui dit 10 lots, je crois que c'est un lot justement le minimum. Moi je prends 10 lots, l'équivalent de 10 € du point en fait sur le CAC 40. Mais sinon je crois que c'est 1 € du point effectivement. Donc voilà. Pas grand chose à signaler. Tiens, c'est TV Bilan, le magazine économique suisse, qui va nous présenter les avis d'un scientifique qui nous donne ses favoris pour la Coupe du Monde. On écoute ça. Évidemment, je pense que quand on arrive à la Coupe du Monde, c'est l'excellence qui prime, c'est les joueurs exceptionnels. Certains peuvent se révéler à la Coupe du Monde, c'est arrivé dans le passé, mais la plupart du temps, la Coupe du Monde consacre des joueurs qui ont déjà une très grande expérience. Il faut savoir gérer la pression, il faut avoir une expérience du haut niveau. Et que ce soit des joueurs offensifs que vous avez cités, Ronaldo, Messi, il leur manque quoi au palmarès? C'est la Coupe du Monde. Il leur manque plus rien d'autre. Imaginez la motivation. Ils ont probablement aussi réfléchi à cette Coupe du Monde depuis très longtemps, déjà quand ils étaient en club. Donc ils arrivent là et c'est le moment ou jamais pour certains. Je pense notamment à Ronaldo qui a 30 ans désormais, pour véritablement marquer l'histoire du football. Donc oui, je pense que ces joueurs-là sont hyper motivés et ils vont tout faire pour faire étalage de leur talent qui est très grand et supérieur probablement à celui de certains plus jeunes joueurs qui peuvent encore faire plusieurs Coupes du Monde.
Bon, évidemment, quand on parle de Coupe du Monde et de grands joueurs, on pense à Pelé qui en a gagné 3, qui a été déjà dès le plus jeune âge un membre clé de l'effectif brésilien pour la première victoire en 1958 en Suède. On pense encore plus à Maradona qui, on dit, a gagné tout seul une Coupe du Monde. C'est faux, on ne gagne jamais tout seul une Coupe du Monde, mais en 1986, on se rappelle de ses buts, d'ailleurs aussi avec la même, et surtout ceux qui dribblent toute l'équipe. En finale, encore, il met des passes décisives à ses coéquipiers. Voilà, c'est vraiment le symbole de ce joueur fantastique qui a été consacré par la Coupe du Monde. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, Messi, il n'est pas encore au niveau de Maradona parce qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il y a notamment 3 joueurs qui sortent du lot, on peut vraiment dire 3 joueurs offensifs, parce que évidemment c'est souvent les joueurs offensifs qu'on regarde le plus. C'est Cristiano Ronaldo du Portugal, donc il y a Lionel Messi de l'Argentine, même si cette saison il a un peu moins bien performé que les saisons précédentes, il reste quand même absolument exceptionnel. Et puis Luis Suarez de l'Uruguay, qui est arrivé très proche du titre anglais avec Liverpool, vraiment un joueur aussi du même calibre, je dirais, que les deux autres, Messi et Ronaldo. Moi, je pense que pour toute équipe de football, que ce soit au niveau des clubs ou des équipes nationales, la clé, c'est le collectif, c'est l'organisation collective, c'est la capacité aussi de l'entraîneur, du sélectionneur, de choisir des joueurs complémentaires entre eux. C'est la complémentarité qui fait la force d'une équipe. Et évidemment, on a aussi besoin, par contre, de cette étincelle, toujours de ce joueur exceptionnel, que ça peut être le gardien, ça peut être un défenseur, mais souvent, c'est aussi l'attaquant qui fait la différence, qui marque le but. Il n'y a souvent pas beaucoup de buts dans les matchs décisifs, et voilà que ce joueur exceptionnel se révèle et puis fait la différence. Donc c'est à la fois à la base un collectif très fort, mais avec des individualités aussi qui savent faire la différence. On met toujours dans le foot comme dans la société le collectif contre l'individuel. En fait c'est faux, c'est la complémentarité entre force collective et talent individuel qui fait la différence. Bon, évidemment, comme tout le monde, je pense que le Brésil est favori dans la mesure où ils jouent à la maison. Ils ont surtout un bloc défensif qui est exceptionnel avec David Luiz, Thiago Silva, Dani Alves, Maicon. Ils n'ont même pas sélectionné des joueurs comme Luis Felipe qui était exceptionnel avec l'Atlético Madrid ou Rafinha de Bayern qui a aussi été le meilleur, notamment même en Ligue des Champions, titulaire indiscutable. Donc le Brésil pour sa force défensive, mais attention à l'Espagne parce qu'elle a l'équipe la plus complète, c'est-à-dire de très bons joueurs à la fois en défense, au milieu de terrain, en attaque, alors que les Brésiliens, ils sont très dépendants, à mon avis, de Neymar au niveau offensif. Les Espagnols ont des atouts offensifs beaucoup plus grands, en tout cas une plus grande panoplie de joueurs qui peuvent faire la différence au niveau offensif. Donc l'équipe suisse, je pense qu'elle a des réelles chances dans la mesure où il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les grandes ligues et les grands clubs européens. Ça, c'est très important parce que pour s'aguerrir au plus haut niveau, c'est important de jouer dans les meilleurs championnats, voire en Ligue des Champions. Et il y en a beaucoup de joueurs suisses qui ont eu cette expérience. Il y a quand même 2 problèmes pour l'équipe suisse, 2 problèmes qui, à mon avis, sont majeurs, qui vont empêcher à ce que l'équipe suisse arrive au-delà des quarts de finale, par exemple. C'est la jeunesse de l'effectif. Donc oui, des joueurs qui jouent dans des grands championnats, mais qui ne sont pas forcément encore, sauf quelques éléments, au top, disons, au niveau expérience, parce qu'ils sont relativement jeunes, un peu comme la Belgique d'ailleurs. Et l'autre problème, c'est que ce ne sont pas des titulaires indiscutables dans leurs équipes, sauf quelques exceptions. La plupart, oui, jouent, mais ne sont pas vraiment des piliers, alors que les plus grandes nations du football, dans le 11 de base, n'ont que des joueurs qui sont titulaires indiscutables dans leur club. Berami, Inler, Lichtsteiner, voilà, ça c'est les joueurs les plus expérimentés de l'équipe suisse qui jouent dans des clubs quand même de très haut niveau, qui ont fait régulièrement des podiums, voire des titres pour Lichtsteiner à la Juventus. Maintenant, d'un point de vue marchand, il faut faire très attention. Ce n'est pas la force intrinsèque du joueur, c'est aussi son âge ou la durée du contrat restante. De ce point de vue-là, les valeurs les plus hautes de l'équipe suisse, c'est en premier lieu Ricardo Rodriguez, qui a fait une saison exceptionnelle à Wolfsburg. Il fait partie des 3 meilleurs défenseurs latéraux de la Bundesliga, un club qui a quand même bien performé, un joueur très jeune et un joueur qui, à mon avis, a déjà une valeur proche de 20 millions d'euros et qui, probablement, dans un
horizon très court, va aller dans un très grand club et qui sera peut-être le premier Suisse véritablement dans l'histoire, après Chapuisat peut-être, avoir un rôle clé dans une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions. Je pense que le potentiel de l'équipe suisse est énorme parce que justement on connaît de plus en plus le joueur suisse, il devient aussi très recherché. Les Suisses sont les plus nombreux en Bundesliga allemande, c'est une première historique cette année, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre nationalité étrangère qui a autant de représentants en premier niveau de compétition allemand. Donc ça montre quand même qu'on a un œil très attentif aux jeunes Suisses. Je pense que la Suisse pourra effectivement, dans un horizon de temps qui n'est pas trop grand, aspirer au moins à commencer une compétition avec l'objectif de la gagner. Ce n'est pas encore le cas pour moi aujourd'hui. Ouais, bah, je pensais que ça allait être plus scientifique en fait, le mec qui commentait juste du foot, mais bon, peu importe. Alors, sur le chat écrit, il y avait quelques réactions, ça on avait vu. Nicop qui disait salut, voilà le K40 en H1 avec Ishimoku. Merci Nico pour ton partage, on va regarder ça. Je vais recharger de nouveau la vente sur le CAC 40. Sur Ishimoku, donc toi tu voyais une possible poursuite du mouvement de baisse d'après ta grille de lecture en Ishimoku ici en 1 heure. T'as des positions à la vente, Nico, toi de ton côté du coup? Oui, Nico, c'est moche. 4600 points de vente swing. Était en short, disait Phil. Il faut casser les 4540 déjà. L'effet Draghi va s'estomper, disait Phil. Aucun fonds ne va acheter avant les vacances. Je ne sais pas. Moi en tout cas, je suis plutôt vendeur. Je trouve que c'est des niveaux très hauts. Voilà, après, ça fait longtemps que c'est des niveaux très hauts. Donc il faut que ça se concrétise. Pour le moment, ça ne l'est pas vraiment. Mais quand on a un signal de baisse comme aujourd'hui, j'essaie de le trader intelligemment. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai donc 3 positions à la vente sur l'euro yen et 2 positions à la vente sur le CAC. À suivre, ça presse à la baisse du côté des marchés US, donc ça peut tout à fait accélérer du côté du CAC. 16h53, d'accord, Nico qui dit qu'il attend encore. On va écouter une analyse. Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente, des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Du Nasdaq avant l'ouverture puisqu'il est 15h16, donc on va se préparer un petit peu à l'ouverture des marchés américains. Alors je vous ai tracé une fourchette d'Andrews ici, comme vous pouvez le voir. On bute sur la médiane de la fourchette d'Andrews, ce qui nous forme ici, vous le voyez, un sommet en pince, c'est-à-dire des blocages formant ainsi une résistance. Alors on va la matérialiser avec nos outils. Voilà. Je la matérialise, elle est faible, donc je vais la laisser faible pour l'instant. Donc ça c'est une chose. Il y a également une deuxième zone ici que vous pouvez voir. Donc là aussi, je vais matérialiser une zone de support. Voici. Je vais l'épaissir un petit peu. Voilà. Hop, ici aussi également. Voilà. Voilà, donc vous voyez à peu près le sens de travail de cette séance qui va pas tarder de s'ouvrir. Donc en échec de ce niveau-là, c'est-à-dire à 3806, on irait rejoindre la MM10. Alors sachez que sur le Nasdaq, j'utilise la MM10 sur la plateforme de CMC Market. Donc retour MM10 à 3764 par enfoncement, on ira chercher le point ici, le point support qui se trouve à 3739. En cas donc de dépassement de cette zone, on viendrait tester une nouvelle fois de plus la médiane de la fourchette d'Andrews sur 3817 avec une extension sur la touche ici de la Bollinger qui ne cesse de s'écarter à 3857 points. Au niveau des indicateurs, vous voyez que la MACD est en train de se tasser. On le voit au niveau des histogrammes, ils sont de moins en moins gros.
Alors, ce qui voudrait dire, et on le voit ici, qu'il y a une zone de consolidation. Zone de consolidation nécessaire car nous avons un stochastique qui est en zone de surachat. Et donc on a besoin de redescendre un peu pour éventuellement percer et repartir à la hausse. Voilà pourquoi il serait judicieux d'attendre une touche ici sur 3763 et pourquoi pas donc le contact ici à 3805 pour réagir en fonction, donc dans un sens à la hausse comme à la baisse, comme je vous ai indiqué avec les points proposés. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cet indice. Avec vous, je vais essayer de chercher si on a des canaux intéressants à exploiter. Alors ce canal-là n'est pas vraiment intéressant à exploiter. On peut regarder également les biseaux. Il y en a un qui est matérialisé par la fourchette en 12, donc pas d'intérêt. Et au niveau des triangles, on le voit ici, il a été très bien fait. On a eu cette cassure par le haut du triangle et regardez, le report de cette hausse s'est fait ici. Donc ça c'est vraiment un cas d'école. Voilà un petit peu pour l'explication. Voilà, à très bientôt, au revoir. Ok. Ça c'était le point réalisé par CMC. Alors. Toujours mes positions. Vente sur l'euro-yen, ça se passe plutôt pas mal. Vente sur le CAC, c'est pas mal, mais c'est pas fou. On verra si on a une accélération baissière en cette fin de journée, 16h58. De toute façon, c'est bien pour comme tous les autres indicateurs. Donc, Spielberg qui n'aime pas Ishimoku a priori. Pourquoi essayer d'argumenter plutôt que d'être mal poli? Ishimoku, il manque un peu de mutuel. Faut avouer, c'est bien rigolo ce truc. Donc, quels sont tes arguments, Spielberg? Pourquoi tu n'aimes pas Ishimoku? Vente si court, touche petit. Je surveille le VCAC, nous disait Nico. Donc le VCAC, c'est l'indice de la volatilité du CAC 40, qui est en hausse ce jour de plus 5,44%, donc ce qui indique une certaine pression de la fébrilité sur le CAC 40. C'est ce qu'on observe avec la baisse du jour, même si elle n'est pas énorme, elle est présente pour le moment. On verra si en fin de session on va avoir une grosse correction, comme on l'a eu à de nombreuses reprises ces derniers jours. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pas grand-chose. Il y avait un gars qui tradait sur le calendar, on va aller voir ses publications, c'est Dom360, qui s'appelle désormais Dom FTF Trading. On va regarder sa session de trading, je vous retrouve dans quelques instants. Alors que ça presse là sur l'Orient, je repasse en tête en positif. Dom pour FTF Trading, alors un dernier petit trade là, il est 15h45, je crois que je vais stopper là pour aujourd'hui. Voilà, un petit trade un petit peu... Order pending, ask volume. Rien d'exceptionnel. Bid volume. Je visais le POC, mais incidemment, il vient de remonter. Il était sur le VWAP, donc je vise maintenant le VWAP, on va dire. Voilà, donc une petite trade. D'ailleurs, je vais me mettre sur le POC, au niveau du POC maintenant. Et puis, en visant le VWAP, on est dans une petite balance de volume, balance baissière. Voilà, donc j'avais fini sur 3 contrats finalement à faire un petit peu de moyen-âge. Et puis, bon, je fatigue un petit peu devant les écrans depuis tôt ce matin, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Regardons un petit peu s'il y a lieu de rester dans ce trade là pour l'instant encore jusqu'à VWAP et peut-être un peu plus bas ou pas. Réponse dans quelques secondes, donc l'avantage c'est que ça va être une vidéo relativement rapide cette fois.
pas mal de zones, dont celle-là, juste sous le VWAP. Je pense que si on repasse par là, le POC va sûrement descendre à ce niveau-là, juste sous le VWAP. Ça aurait été une belle journée, parfaitement balancée. Tout à l'heure, d'ailleurs, on avait le POC sur le VWAP, donc journée symétrique au possible. Block cell. Pas passionnant, il se passe pas grand chose dans cette session de training, je vous laisse le lien pour ceux qui veulent regarder ça. Sur le chat écrit, toujours en position pour ma part, repasser un territoire négatif. Pas de gros mouvements, que ce soit sur le CAC 40 en bas à droite, ça hésite, et sur l'euro yen, on revient un peu après avoir testé les précédents plus bas et tenter de les casser. Donc on va voir 17h03, encore 27 minutes dans le cadre de cette session, on verra ce qu'il en est. Alors, 2 secondes s'il vous plaît. Je vais lancer notre vidéo en parallèle. Ouais, désolé. Ok. Tiens, on écoute peu. On va écouter le point de la salle de marché de Bourse Direct qui a été réalisé ce jour. Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, de nouveaux records à Wall Street, la croissance mondiale qui est revue à la baisse. On voit ça tout de suite avec Thomas Monsaint-Jean de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors comme je le disais, de nouveaux records hier soir à Wall Street. Oui, Wall Street s'inscrit sur des nouveaux records in extremis, avec une très très légère hausse. Le Dow gagne 0,02%, Nasdaq 0,04%. On a eu hier une statistique sur les ventes de grossistes qui ont augmenté un petit peu plus qu'attendu, à plus 1,10%. Ça a apporté un petit peu le marché hier aux États-Unis. Bon, et donc pas beaucoup de statistiques aujourd'hui Thomas, par contre une actualité autour de Facebook. Exactement, alors hier... pour aujourd'hui, juste une statistique, ce sont les stocks de pétrole à 16h30.
pas une statistique majeure. Hein. Et hier a souligné la performance de Facebook, un peu plus de 4,5% de hausse, hein. Notamment avec la rumeur du lancement d'une nouvelle application vidéo éphémère, hein, pour concurrencer Snapchat, hein, et le débauchage, on va dire, du directeur général de PayPal, donc une filiale d'eBay, pour diriger son activité de messagerie. L'action en a profité, 4,5% de hausse. Bon, alors on va faire un petit tour par l'Asie maintenant avant d'arriver à Paris, et l'inflation en Chine qui accélère. L'inflation qui accélère un petit peu, 2,5% sur un an, c'est à peu près conforme aux prévisions, mais c'est supérieur à ce qu'on avait sur le mois précédent, autour de 1,8. Le marché asiatique, donc croissance à Tokyo plus 0,5%. En revanche, Shanghai et Hong Kong quasiment inchangés. Pas de grosses variations, pas de forte volatilité sur le marché asiatique. Alors le CAC 40 maintenant, la bourse de Paris ouvre en légère baisse ce matin, Thomas. Oui, la bourse de Paris corrige un petit peu après avoir presque testé les 4500 points. Le marché veut pas aller toucher cette zone de 4006. On corrige un tout petit peu. À noter donc la Banque mondiale qui a revu ses estimations de croissance mondiale à la baisse, notamment du fait d'une croissance moins forte aux États-Unis, donc due à des événements climatiques pour partie, donc plus 2,10% de nouvelle croissance, et ainsi que des problèmes dans les pays émergents avec la Chine et la Russie. La Chine en attend seulement 7,60. C'est revu à la baisse. Du coup, le PIB mondial qui était attendu à 3,2% de croissance sur 2014 est revu à 2,8%. Donc c'est une révision globale à la baisse. La Banque mondiale n'a pas touché à la croissance pour l'Europe, qui est maintenue à 1,10% pour 2014. De même, les prévisions pour 2015 et 2016, même si elles sont très lointaines, au niveau mondial, ne sont pas revues à la baisse. Alors on va passer maintenant à l'analyse technique. Thomas, quel support et quelle résistance à surveiller aujourd'hui à la Bourse de Paris? Alors la tendance reste positive tant que le CAC ne repasse pas en dessous de 4567. La première résistance, donc on espère la toucher et vraiment la tester, c'est à 4600 points ou 4598 sur les plus hauts. Avant 4630 et 4660. Et pour ce qui est des supports, donc 4567 qui infléchirait la tendance haussière du CAC, et en dessous 4536, 4517. Et alors on passe maintenant du côté des valeurs, et celle qui a retenu notre attention aujourd'hui, il s'agit de Vallourec. Oui, Vallourec souffre énormément, de l'ordre de 10% de baisse sur le marché. La société donc a revu ses estimations à la baisse hier soir, abaissement des prévisions de l'ordre de 10% sur son objectif d'excédent brut d'exploitation pour 2014. C'est notamment dû au fait que l'un de ses principaux clients au Brésil, qui s'appelle Petrobras, un grand groupe pétrolier brésilien, a décidé de supprimer l'ensemble de ses stocks et donc supprime toutes ses commandes pour le reste de l'année. Elle va uniquement puiser dans ses stocks. De la même façon, cela impactera donc les livraisons jusqu'à fin 2014, voire premier trimestre 2015. Et pour compenser tout ça, Vallourec va faire des plans d'économie, va adapter ses structures, notamment au Brésil, et réduire ses dépenses d'investissement de 200 millions d'euros. L'ensemble des années sont en train de refaire leurs comptes, mais revoient leurs objectifs à la baisse. 34 euros pour certains, 38 euros pour d'autres. C'est une forte correction et à nouveau une mauvaise nouvelle pour Vallourec. Après pourtant une bonne surprise au premier trimestre, mais ça n'a pas fait long feu. Thomas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne journée à vous. Ok, donc ça c'était le point réalisé par Bourse... non, Décideur TV, en direct de la salle du marché de Bourse Direct. Toujours en position à la vente sur Euro-Yen et CAC 40. Peu de mouvement, mais une pression toujours dans mon sens, tant mieux. On continue à prendre de l'info, à voir ce qui se publie à droite, à gauche.
met un peu de pression du côté de l'Euroyen, on repasse en territoire positif sur les positions ouvertes. Si on casse les pressants plus bas, on peut décaler. 10, 20 points serait vraiment agréable à prendre. On verra ce qu'il en est. Marc Fiorentino qui s'exprime au micro de BFM Business, on écoute son point de vue. Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Je crains le pire, la grève dans les transports inspire Marc Fiorentino. Bonjour Marc. Eh oui, ce qui se passe aujourd'hui, l'illustration parfaite pour moi du mal français, une journée. Une journée seulement suffit à comprendre ce qui bloque la France. D'un côté, les usagers de la SNCF pris en otage par des syndicats irresponsables et de moins en moins représentatifs. Des syndicats vent debout contre une réforme qui n'a pourtant aucun impact sur le statut des cheminots, alors que c'est le statut même des cheminots qu'il faudrait réformer en profondeur. Et on a les taxis en plus. Hein. Eh oui, à l'heure où le leader des voitures de tourisme avec chauffeur, Uber, lève aux États-Unis plus de 1 milliard de dollars sur une valorisation de 17 milliards de dollars. Ici, c'est encore une corporation qui défend son précaré et rejoint tous ceux qui veulent bloquer la concurrence. Bon, ça vous énerve, vous êtes énervé ce matin, Marc. Non, franchement, c'est pire que ça. Tout cela me rend dingue. Parce que le pays coule lentement, mais sûrement, et certains continuent à l'enfoncer. Rajoutez à ça aujourd'hui une baisse des charges qui va être décidée donc aujourd'hui, des charges salariales pour 2 millions de fonctionnaires qui va encore creuser l'écart avec le secteur privé, plus des politiques sans courage qui cèdent à la moindre grève ou à la moindre menace, et vous comprendrez facilement, Stéphane, pourquoi on n'arrive pas à redécoller. Marc Fiorentino, il est 8h12. Le point de vue critique donc de Marc Fiorentino, c'est ce matin au micro de BFM Business. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Petite pause à Wall Street, c'était le point réalisé par monfinancier.com, on écoute ça. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Wall Street a clôturé à l'équilibre hier soir. Maintenant, ces niveaux historiques, notamment concernant le Dow Jones et le S&P 500. Alors, à noter quand même que la prudence a dominé pendant la quasi-totalité de la séance, alors que les marchés cherchent de nouveaux catalyseurs pour prolonger leur hausse après les chiffres rassurants sur l'emploi américain. Le Dow Jones, donc, qui termine à l'équilibre en hausse symbolique de 0,02% à 16 946 points. Le Nasdaq est également stable, plus 0,04% à 4338 points, tandis que le S&P 500 redonne symboliquement une fois encore 0,02% à 1951 points. En Asie, eh bien, le Nikkei, lui, repart à contre-tendance des marchés et à la hausse, donc après avoir consolidé la veille sur ses plus hauts de 3 mois. Nikkei donc qui avance de 0,5% à 15 069 points. Ailleurs, les marchés terminent plutôt en légère baisse. Hong Kong cède 0,25%, Shanghai moins 0,35%, alors que Bombay et Séoul progressent à l'inverse de 0,43% et 0,12%. Enfin, Sydney termine dans le rouge, moins 0,28%. Et puis du côté de la préouverture en Europe, eh bien, les marchés devraient ouvrir en légère baisse. Hein. Les investisseurs vont essayer de marquer une pause pour essayer de digérer la salve de statistiques et puis surtout les dernières annonces de politique monétaire, un CAC qui devrait donc marquer une pause, moins 0,1% pour ouvrir autour des 4587 points. Voilà ce qu'on peut dire avant l'ouverture. Restez avec nous, très bonne journée. Ok, clôture sur l'euro-yen, je suis plus en position, ça a bougé un tout petit peu. Il y a des hésitations, je prends mon bénéf. Toujours vendeur sur mon CAC 40. Je suis passé très légèrement positif sur l'ensemble des positions clôturées ce jour. Maintenant, il reste le CAC 40 à bien négocier. Donc on va voir ce qu'il en est. 17h16, on approche de la clôture. Allez, pour avoir un décalage d'une dizaine de points sur le CAC 40, ce serait pas mal du tout. Ça permettrait de faire
une bonne petite journée. Et bah, d'être à la mi-semaine sur une bonne performance après la semaine dernière qui était négative. Le qui laissait un lien, on va regarder ça. Le daily FX, il s'agissait de l'argent en unité de temps H4 qui pourrait être sur une zone de résistance. En tout cas, on est sur une zone qui a déjà été beaucoup travaillée. Le vendeur essaie de reprendre en main le marché sur le CAC 40 à suivre. Le marché action sous pression également aux États-Unis avec le Dow Jones en haut à droite. Et donc Nico qui a des positions à la vente sur l'eurodoll avec le graphique en 30 minutes ici partagé et un stop sur le point d'entrée, donc au break-even. Nico qui nous partage également un lien sur l'or en journalier avec des acheteurs qui étaient légèrement revenus et de l'hésitation, mais un biais plutôt... Bah, non, ton objectif est baissé, c'est ça, donc tu serais plutôt vendeur là sur l'or. Sur l'argent, deux produits étant assez proches. On a ici l'argent en H4 et on est dans un espèce de triangle. On peut avoir validé une figure harmonique, donc les vendeurs pourraient reprendre en main le marché théoriquement. En tout cas, tu as des ventes enclenchées, Nico, très bien. Ok. Bon. Moi ça va, j'ai pris le bénéf sur mes ventes sur le dollar yen et le Dow Jones. Il me reste un bout de position Dow Jones qui tourne. Il dit c'est bébé. Les actions risquées, actions sont plus que jamais exposées à une baisse. Le timing est incertain, mais nous y sommes presque. Le CAC 40, Gross Return, GR, se retrouve à moins de 2% de ses sommets de 2007. Fille qui partage un lien du côté de Daily FX. Donc à propos du CAC 40. Avec des avis vendeurs qui étaient mis sur le forum pour ceux que ça intéresse. Alors que les vendeurs mettent un peu de pression pour passer en territoire positif, tant mieux. On va voir ce que donne cette fin de session, 17h19. Il reste 11 minutes de trading dans le cadre de cette session. Donc on approche de la fin de journée. Je me souviens d'un gérant qui disait que l'on pouvait overshorter les ratios de valorisation traditionnels avec les perspectives de croissance, mais sans croissance, comment fait-on? Salut, voilà, ça c'était Nico. Ok, reste on avait vu. On continue à chercher de l'info, à voir ce qui se dit à droite à gauche. Alors qu'il y avait Philippe Béchat qui s'exprimait ce jour du côté de BFM Business, on écoute. Et les pays sur lesquels on a le sentiment qu'aujourd'hui se dessine un consensus, ça serait aussi le Japon, suite à cette instruction de M. Abe donnée au fonds gouvernemental de retraite d'acheter des actions. Donc c'est 1250 milliards d'actifs, c'est le plus grand fonds du monde, etc. etc. Et ça pourrait faire monter le Nikkei. Et donc, M. Abe conseille, suggère au nouveau patron, parce que l'autre s'est fait virer vu qu'il ne voulait pas obtempérer, de réduire la portion d'obligations japonaises de 60 à 40%, bon, ce qui nous fait au bas mot 300 milliards à écluser, et de monter au contraire la proportion d'actions. Mais ce qui est très très bien, c'est que déjà ça rapporte rien des obligations japonaises, et moi je veux bien qu'on arbitre en faveur des actions, tout ce que vous voulez. Mais les 300 milliards de dettes japonaises dont personne ne veut, et heureusement qu'il y a le fonds gouvernemental pour les absorber, sinon personne ne les prendrait, je pose juste cette question stupide, à qui ils vont vendre? Ok, c'était le point réalisé par Philippe Béchat. Les vendeurs tentent de presser sur le CAC 40 avant la clôture, tant mieux. Si je vois mon point de sortie, j'essaierai d'en profiter. Pour l'instant, j'ai l'œil ouvert et je suis attentif à la recherche d'un éventuel point de sortie. Qu'est-ce qu'on avait? Effectivement, la Coupe du Monde qui serait une aubaine pour les sites de paris sportifs. C'était BFM qui enquêtait à ce sujet, on écoute ça.
Bienvenue au cœur de la Power Tower de Dublin. C'est ici, dans cette trading room, que seront élaborées une grande partie des cotes en ligne pendant le mondial. Un travail important qui nécessite pas moins de 7 écrans pour chaque trader. C'est ici où je travaille. Beaucoup d'écrans pour savoir ce qui se passe du côté des paris, savoir ce qui se passe du côté de nos concurrents, savoir ce qui se passe sur le site. Pour les traders, tout est donc fait pour une efficacité optimale et il le faut, car pour les sites de paris, la Coupe du Monde est un événement incontournable. L'enjeu financier est énorme. C'est sans doute l'événement sportif sur lequel on concentrera le plus de paris. Il y a 100 millions d'euros sans doute de mises de paris qui seront effectuées en ligne en France pour cette Coupe du Monde, donc c'est un événement majeur. À lui seul, PMU espère générer 30 millions d'euros de mises via son site internet, mais pour l'enseigne, pourtant partenaire de l'équipe de France, une victoire finale des Bleus serait une très mauvaise nouvelle. On peut s'attendre à ce qu'en France, les gens parient sur l'équipe de France bien plus qu'ailleurs dans le monde. Et ce surplus de paris peut entraîner des pertes parce qu'on ne va jamais arriver à équilibrer avec d'autres paris. Il faut dire que pour 1 euro misé, la France en rapporte 16 si elle devient championne du monde. Un pari sur le favori brésilien ne rapporte lui que 3,70 €. Ouais, donc des gars qui gèrent les paris sportifs, un peu comme les traders gèrent les marchés financiers. Je vous laisse le lien vers cette vidéo si vous voulez regarder leur station de travail. Je suis à la recherche d'un point de sortie sur mon CAC 40, 7h23. Encore 7 minutes de trading aujourd'hui. Bébé qui disait bonne journée pour tes shorts de CAC 40 Fab, ouais, ça va. Mais après j'avais fait des pertes ce matin sur les achats d'euro-yen et de dollar-yen, donc c'est mitigé, légèrement positif aujourd'hui quoi. Ça doit laguer sur le live Fab, dit Nico, pourquoi ça? Ouais, ça lag a priori. Alors je suis en train d'uploader une vidéo, c'est peut-être ça. Je vais essayer de couper et voir ce que ça donne. Voilà, est-ce que c'est mieux pour vous là? Sinon vous pouvez également baisser la qualité de la diffusion. Bien Fab, bonne journée, ça on avait vu. 19.30 ce matin quand j'ai vu ça réagissait, j'ai stoppé mon long sur l'argent à cause du HP. Je déteste voir deux choses opposées. J'étais à l'achat puis j'ai coupé. Les HP, faut les trader, donc les harmonic patterns dans le sens de la tendance daily et H4. Ouais, c'est mieux. Oui Fab, c'est ok. C'est parce que je suis en train de poser une vidéo. Bon, 17h25, j'ai plus de vraie raison d'être sur le marché. Donc je vais me contenter de cela. Fermeture de mes prises de position. Pour le moment, plus de raison d'entrer sur le marché. Maintenant, si j'ai un gros décalage à la dernière minute, j'essaierai d'en profiter. Donc c'est une journée légèrement positive, hein, quasiment neutre et très légèrement positive. On ira faire le bilan juste après. Fab, t'as pas la vidéo de tonton demandé Phil? Si, je vais te mettre le lien. Voilà, sur le chat écrit. Comme vous avez vu cette semaine, hein, les lives commençaient tard, c'était pas très régulier. Là, vendredi, c'est le Friday Forex, c'est le dernier événement que je filme cette saison là.
jusqu'à l'été, etc. Donc ensuite, les lives reprendront de manière plus assidue jusqu'à fin juin, juillet. Après juillet, je partirai en vacances, etc. Donc ce sera autre chose. Mais voilà, là si je commence tout le temps en retard, là, par exemple, il y avait des ralentissements, c'est parce que je suis en train d'uploader des vidéos. Vous voyez, j'essaie d'en publier une par jour ces derniers temps. Pas tous les jours, mais quasiment. Ça nécessite du montage et tout, donc ça prend du temps. La prochaine, c'est dans les bureaux de FXCM, et ensuite demain, Active Trade arrivera. Tiens, on va écouter le point de vue de Alexandre Baradès du côté d'IG qui s'exprimait ce jour. Je vous alerte s'il y a des prises de position, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait à cette heure-ci. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce Market Live. Nous sommes le mercredi 11 juin, nous sommes ensemble comme tous les jours de 11h à midi. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en direct sur ces points marchés. Donc bienvenue à vous. Comment se passe le Market Live? C'est une session en direct de 11h à midi. Pendant 10 minutes, on fait un point macroéconomique sur les chiffres importants, les événements importants, les déclarations importantes, les rumeurs également, tout ce qui impacte le marché d'un point de vue macroéconomique. On en parle pendant 10 minutes. Et ensuite, pendant 45 minutes, on fait de l'analyse technique, les principaux indices, principales pertes de devises, et on finit par un point technique donc sur l'or et sur le pétrole. Je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions en direct pendant le Market Live. Pour ce faire, vous utilisez simplement le hashtag Market Live. Donc en allant sur Twitter, vous faites hashtag, c'est le signe dièse, suivi de Market Live en un seul mot et attaché donc. Et je verrai votre question apparaître directement sur mes tablettes et je pourrai donc y répondre en direct. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre toute la journée. Pour ceux qui veulent un flux continu d'informations, le plus simple c'est de suivre les informations qu'on met sur Twitter. Il y a 2 comptes qui vont donc apparaître à l'écran. Donc d'ici quelques instants, vous aurez 2 adresses Twitter sur lesquelles vous pouvez suivre en temps réel toute la journée les chiffres importants, les déclarations. Ça permet d'avoir donc une actualisation permanente de ce qui se passe sur les marchés. Sachant qu'on met ces informations en temps réel, donc vous avez tous les chiffres, et toutes les informations importantes. Autre élément, avant de démarrer la partie macroéconomique, pour une meilleure définition de vos graphiques. Vous verrez qu'actuellement, donc vous êtes sur une page YouTube, donc un écran de diffusion YouTube. Vous pouvez améliorer la définition de votre écran. Pour cela, vous allez juste en bas de l'écran, il y a une petite roue crantée qui s'appelle Paramètres. Vous cliquez sur Paramètres, vous verrez différents niveaux de définition. Vous cliquez sur celui qui est tout en haut, 720 HD. Alors ce qui fait bugger là c'est la vidéo puisque et donc pour la partie graphique c'est mieux, vous aurez une meilleure résolution avec les cotations et les graphiques qui apparaîtront beaucoup plus nets. Voilà donc pour cette présentation, donc bienvenue à tous, on va démarrer tout de suite par la partie macroéconomique. Voilà, donc on va démarrer cette partie macroéconomique par un petit rappel des chiffres importants de ce qui s'est passé hier notamment. Donc je vous le disais hier matin, pas une journée extrêmement riche en statistiques hier, vraiment une journée de consolidation, c'est le mot pour une journée comme celle-ci. On a eu simplement une statistique hier après-midi, les stocks de grossistes aux États-Unis qui sont repartis un petit peu en hausse, mais de manière légère par rapport à ce que le consensus attendait. Donc pas de signe fort que les grossistes refont les stocks de manière importante et donc il y a moins de ventes. On ne peut pas interpréter le chiffre de cette manière-là, il est trop proche du consensus et trop proche finalement d'un chiffre d'une évolution assez faible pour que ça puisse déterminer quoi que ce soit en termes de tendance précise d'un point de vue macroéconomique. On a eu un autre élément qui a pesé un petit peu sur la livre hier, d'ailleurs qui a permis de générer un trade qu'on a vu hier matin sur le câble. Hier un chiffre sur l'estimation NIESR qui est l'estimation d'une croissance en Grande-Bretagne, donc ce n'est pas un chiffre officiel, c'est une estimation de la croissance sur les 3 derniers mois en Grande-Bretagne. Le chiffre est ressorti à 0,9%, alors que le marché attendait un chiffre un petit peu supérieur, donc ça a pesé sur le câble, donc la livre par rapport au dollar, et donc ça a cassé le support qu'on avait déterminé hier comme point d'entrée potentiel pour shorter la livre, et donc ça s'est bien déroulé. Vous voyez que la livre remonte un petit peu ce matin et on va en parler dans quelques instants, mais en tout cas la cassure baissière d'hier a pu être exploitée. On en reparle dans quelques instants dans la partie technique. Ce matin, toujours sur la Grande-Bretagne, des chiffres intéressants qui montrent que la Grande-Bretagne se porte bien au niveau du marché de l'emploi, notamment au niveau du taux de chômage. On a une baisse des inscriptions au chômage au mois de mai, moins 28 000 demandeurs d'emploi, et puis surtout le taux de chômage qui continue de baisser en Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment des bons chiffres pour la Grande-Bretagne. Taux de chômage qui est ressorti à 6,6%, alors que le chiffre précédent est à 6,8%. Donc la Grande-Bretagne, très clairement en termes de tendance, voit son économie s'améliorer, voit les prix de l'immobilier repartir à la hausse. Il y a une possible
bulle, ou en tout cas une possible surchauffe sur l'immobilier dans le sud-est notamment de la Grande-Bretagne. C'est moins vrai pour le nord et pour l'ouest, mais en tout cas la Grande-Bretagne, en termes de tendance pour l'instant, se situe relativement bien, et donc on va le voir dans quelques instants sur le câble. Est-ce qu'il faut continuer à shorter la livre? Hier, attention, la recommandation était une recommandation court terme, hein, juste exploiter les cassures. Vous verrez qu'à moyen terme, et j'en parlerai dans quelques instants sur la livre, potentiellement, on a une tendance haussière qui est toujours valide avec des accélérations qu'on peut encore espérer vers 1,69, 1,70. Donc ça, j'en parlerai précisément dans quelques instants. Donc ça, c'était les chiffres importants de ce matin. La Grande-Bretagne notamment, avec ces chiffres du chômage notamment. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour cet après-midi? Pas grand-chose, ça ressemble un petit peu à la journée d'hier en termes de chiffres. On aura à 16h30 les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Donc on va voir s'il y aura la même surprise que pour le dernier chiffre. Souvenez-vous, la semaine dernière, ce sont des chiffres hebdomadaires qu'on a pour le pétrole. La dernière fois, on a eu des chiffres en très forte baisse, moins de 3,4 millions de barils, alors que le marché attendait un chiffre beaucoup moins important. Ça avait d'ailleurs curieusement provoqué une baisse des prix du baril. On n'avait pas eu d'envolée sur cette baisse des stocks de brut. Donc on verra comment va réagir le baril. On fera un point donc à la fin de cette session sur le WTI, qui est donc le baril US, pour voir ce qu'on peut jouer par rapport à ces statistiques. Est-ce qu'il y a des niveaux pour se positionner? Ça, on y répondra dans quelques instants. On a eu ce matin également une déclaration de Yves Mersch, qui est un des membres de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi c'est une déclaration intéressante? Parce qu'il est revenu sur la question des ABS pour la Banque Centrale Européenne. Vous savez que donc, la BCE a donné un train de mesures, un package de mesures la semaine dernière, et dans ces mesures figuraient les ABS. Alors les ABS, c'est quoi? Pour simplifier très clairement, c'est la titrisation. C'est en gros permettre aux banques, aux établissements financiers, une fois qu'ils ont des crédits dans leur bilan, de couper, de morceler ces crédits en morceaux, en titres, et ces titres pourront être revendus ensuite à d'autres intermédiaires, d'autres établissements, ou être achetés par la Banque Centrale Européenne pour donner des liquidités aux banques, pour donner une bouffée d'air aux banques, et pour les alléger un petit peu sur leur bilan. Donc, la question des ABS est une question importante. Ce n'est pas réellement ce qu'on peut appeler un quantitative easing. C'est-à-dire, ce n'est pas un achat de dette souveraine par la BCE. Là, c'est juste la question des ABS, qui est la question des titres. Et Yves Mersch, ce matin, donc la Banque Centrale Européenne, a rappelé qu'effectivement, le processus allait potentiellement se mettre en place, mais on sent bien dans ces déclarations qu'il y a une certaine latence, une certaine lourdeur dans la mise en place de la revitalisation de ces ABS. Il faut relancer le marché, en fait. Les ABS, c'est un marché, comme les marchés actions, comme le marché obligataire, sauf que c'est un marché qui était tombé à des niveaux extrêmement faibles, notamment depuis la crise des subprimes aux États-Unis. C'est notamment la titrisation excessive aux États-Unis qui avait amené à la bulle des subprimes et à l'éclatement de la bulle du crédit. Et donc, on avait eu une période d'arrêt, un temps d'arrêt également en Europe par rapport à cette titrisation. Ce que veut faire la BCE, c'est revitaliser les titres, notamment les titres de crédit. Espérons de manière cadrée, parce que l'objectif n'est pas d'arriver aux mêmes dérives que celles des États-Unis il y a quelques années de cela, mais en tout cas, ça peut être un moyen effectivement de redynamiser un petit peu le crédit en zone euro. En tout cas, pourquoi cette déclaration est intéressante? Parce qu'on sent bien dans cette phrase-là que finalement, c'est quelque chose qui va se mettre en place sur du long terme. Et donc, si on ramène ça au marché, attention, les mesures qui mettront trop de temps à s'exprimer, à se mettre en place, par rapport à l'économie réelle, ça peut donner une phase de marché où finalement l'économie ne bénéficie pas à court terme de ces mesures de la Banque Centrale Européenne. Et donc, ça peut être des schémas propices aux corrections de marché, aux prises de plus-value, après le très fort rallye qu'on a observé ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc Yves Mersch qui s'est prononcé ce matin, qui s'exprime en tout cas ce matin. On a également eu une déclaration hier de Benoît Cœuré, qui est un des membres de la Banque Centrale Européenne, qui est un Français d'ailleurs, membre de la Banque Centrale Européenne. Et Cœuré a laissé entendre que pour lui, l'action de la BCE était bien, mais n'était pas potentiellement pas suffisante. C'est-à-dire que le resserrement des spreads, c'est-à-dire la baisse des taux que l'on voit sur le marché obligataire, quand on voit l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui ont des taux qui se détendent et qui rejoignent progressivement ceux de la France et de l'Allemagne, c'est ça le resserrement des spreads. Et pour lui, il estime que ce n'est pas suffisant. Et il a raison, ce n'est pas au resserrement des spreads qu'on mesure la vigueur économique. Ça peut être un événement plus spéculatif qu'autre chose. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, les investisseurs qui achètent massivement du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, ont une confiance aveugle dans l'économie de ces pays-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas effectivement une recherche de rendement court terme par des opérations de carry trade? On emprunte pas cher à la Banque Centrale Européenne, à 0,20, 0,30, et on réinvestit tout ça sur de l'obligataire à 2,50 ou 3% de rendement. C'est effectivement une belle opération de carry trade. Donc, c'est pas forcément une caution et un chèque en blanc que font les investisseurs à l'Espagne et à l'Italie, c'est plus parce que les rendements aujourd'hui et le ratio rendement-risque est intéressant sur ce type de placement-là. Donc méfiance, est-ce qu'à un moment donné il n'y aura pas un excès obligataire? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans cet excès obligataire-là? Pour moi la réponse c'est déjà oui. On est effectivement, je pense, dans une situation d'étirement assez extrême à court terme sur les obligations européennes et on pourrait observer un mouvement de correction tout simplement avec des taux qui pourraient repartir un petit peu à la hausse. Donc pour Benoît Cœuré, et il a raison de le dire, je valide parfaitement cette déclaration-là, qui est que j'adhère en tout cas à cette déclaration-là, qui est que le resserrement des spreads n'est pas un signe en soi d'amélioration
fondamentales de l'économie européenne. Ce sont des opérations financières à court terme. Est-ce que ça signifie que les marchés font confiance? Ok, on a écouté les 10 premières minutes. Je vous laisse le lien pour ceux qui veulent regarder cela. C'est animé par Alexandre Bardest, un analyste intéressant qui parle bien. Et voilà. Donc vous pouvez le retrouver chaque matin de 11h à midi en direct du côté de chez IG. Je vous laisse le lien vers la vidéo. Vous pouvez vous rendre sur le site de IG pour suivre en direct ces sessions. Moi je fais le bilan sur ma journée de trading. J'ai terminé 17h36 tranquillement. Toute petite journée, très légèrement positive. Et voici ce que donne le suivi de mon compte. Voilà. Donc le compte est négatif depuis l'ouverture de moins 0,18%. Donc autant dire qu'on est quasiment au point d'équilibre. Donc sur un bilan justement depuis l'ouverture, on a eu des phases prospères, des phases plus délicates. Alors pour le moment c'est mitigé. Donc là ça fait à peu près 3 mois, jour pour jour, que j'ai ouvert le compte, parce que c'était le 12 mars. Et pour le moment le compte est quasiment stable. Moi j'ai pris un peu de commission, de frais de gestion et sur performance les mois où j'ai performé. Donc pour le moment j'ai en tout engrangé 610 € pour mon compte, dans le cadre des frais de gestion et des frais de performance. Donc pour le moment j'ai fait perdre de l'argent à mon client. Puisqu'en termes de profit pur, je suis à moins 308 €, et il faut déduire à ça pour le client 610 €, donc pour moi je lui ai fait perdre l'équivalent de 0,9%. Pour le moment ma gestion n'est pas top depuis le 12 mars, mais voilà, j'ai aucun regret, j'applique strictement une stratégie que je juge cohérente, et je pense que quand les marchés montreront des tendances plus claires et plus franches, eh bien la performance sera au rendez-vous, mon objectif étant de faire du 1% par mois en moyenne. Pour l'instant je n'y suis pas, mais je pense que ça peut vite se présenter. Le rendement maximal est de 4,86% et la performance maximale atteinte était de 1,45%, donc pour le moment bilan mitigé. Alors, aujourd'hui c'est... il met en perte, pourtant je ne suis pas en perte aujourd'hui, donc je ne sais pas trop pourquoi ma Facebook me met en perte, alors que ce MetaTrader je ne le suis pas. Mais bon, peut-être des trades qui sont comptés pour hier ou un truc comme ça. Bon, quasiment neutre aujourd'hui. Positif en termes de points, notamment de bonnes positions sur le CAC 40, 64% de trades gagnants sur 14 trades au total ce jour. Donc sur la semaine c'est un gain de 0,34% pour 341,44 € de profit sur 24 trades, 79% de positions gagnantes, donc pas mal de positions gagnantes cette semaine, une bonne semaine pour le moment, pourvu que ça dure. Depuis l'ouverture du compte, ce sont donc 643 trades qui ont été passés, pour 60% de trades gagnants et 40% de trades perdants. Un facteur de profit de 0,99, donc quasiment 1, donc quasiment au point d'équilibre. En termes de pips, alors ça me dérange, puisque depuis que je trade le CAC 40, ça fausse un peu tout. En effet, un point sur le CAC est considéré comme 100 points par MyFixBook, donc il faut que je leur demande de modifier ça. Donc là, le chiffre annoncé n'est pas cohérent. Par contre, si on regarde dans le résumé, donc la paire que j'ai le plus tradé, c'est l'euro-dollar, je suis négatif en termes de points avec moins 413 pips. Vient ensuite l'euro-yen, je suis négatif de moins 214 pips. Vient ensuite la livre sterling face au dollar, je suis positif de 57,5 pips. Vient ensuite le dollar face au yen, je suis négatif de moins 27,7 pips. Et vient ensuite le CAC 40 sur lequel je suis positif de 82,6 points, donc 770 € de gain. La meilleure performance c'est sur le dollar yen où j'ai réalisé 1688 € de profit. Sur l'euro-dollar, je suis mauvais depuis l'ouverture du compte parce que j'ai perdu 3179. Donc ça c'est des statistiques intéressantes que vous retrouvez donc sur MyFixBook. À tout moment, vous avez mes positions ouvertes, fermées, etc. Ce ne sera pas toujours le cas, hein, notamment si je gère beaucoup plus d'argent. Je bloquerai ensuite l'accès à mes trades en cours, mes trades fermés, etc. Mais pour le moment, comme c'est pas énorme, là, actuellement j'ai une balance et une équité qui s'élève à 100 342 €. Vu les tailles de positions que je prends, etc., je laisse tout disponible. Donc depuis l'ouverture du compte, le mois de mars était positif de 0,35%, le mois d'avril négatif de 3,14%, le mois de mai positif de 4,15%, très bon mois de mai. Pour le moment, le mois de juin est négatif, notamment par rapport à la semaine dernière et le jeudi où il y a eu l'intervention de la BCE là, qui a été néfaste pour moi avec une perte de 1,39% pour le moment sur le mois de juin. On verra par la suite comment cela évolue, on a encore du temps en juin, donc à suivre. Position de moyenne 3 h et 2 minutes. J'ai généré l'équivalent de 6% de mon capital de départ en commission. Donc pour le moment, le grand gagnant de ma gestion, c'est mon courtier, avec 6024 € de commission générée. Voilà, pas grand chose de plus à signaler, je pense avoir fait le tour des statistiques les plus intéressantes. Donc demain, je serai là en direct pour trader l'après-midi. Vendredi, je ne serai pas là, mais je prendrai certainement des positions sur mon téléphone portable avec une exposition moindre. Donc plutôt des positions intraday, pas des positions très court terme. Intraday qui peuvent également être du swing trading, etc. Donc une exposition moindre par rapport
quand je vais être plus agressif, sur du trading très court terme, toujours de l'intraday, mais beaucoup plus court terme, quand je vais être juste derrière mon écran, bien sûr. On n'a pas le même temps de réaction, j'aurai d'autres choses à faire, etc. Donc ce ne sera pas pareil. Toujours une pression hein, du côté du CAC 40 qu'on voit ici, qui est sur ses plus bas. Je ne vais pas prendre de position le soir, mais voilà, je reste attentif et je vois qu'on a quand même des inquiétudes par rapport au marché action. L'euro yen également sous pression, donc on verra. Après, s'il y a des gros décalages dans la soirée, je peux très bien trader de nouveau. En règle générale, il y a beaucoup moins de volatilité à partir de 17h, 18h. C'est pas toujours le cas, hein, les exceptions confirment les règles. Donc voilà, ça, si je prends les positions dehors des émissions, bien vous les avez quoi qu'il arrive sur le MyFXBook. J'espère que aussi vous avez fait une bonne journée de trading, n'hésitez pas à faire le bilan, c'est intéressant. Je vais faire un point sur ce qui est sur le chat écrit. Et comme je vois que c'est nerveux du côté de l'euro yen, je vais reprendre un trade, un lot, voilà, du côté de l'euro yen. Je vais le laisser courir. Après, si je vois que ça se calme et qu'il ne se passe rien, bah, pas grave, ça fait qu'un lot, donc une exposition de moins que 1 pour 1 de levier. Donc je peux tout à fait laisser courir en swing, voire en overnight, etc. Et si jamais ça s'énerve dans la soirée, qu'on a des gros décalages, bah, je suis en position dans le sens de l'impulsion et de la tendance. Donc voilà. Sur le chat écrit donc, ça on avait vu. Ça on avait vu. Ça on avait vu, merci. Mais sur l'or là, je sens bien pour l'acheter sur 1220. Ok Nico, donc quels sont tes critères pour un éventuel achat à 1220 $ l'once d'or? Vous avez livestream bug depuis quelques semaines. Alors je sais pas si c'est livestream, là franchement j'étais en train d'uploader une vidéo. Donc je pense que c'est ça qui faisait ramer le tout. Demain il y aura plus de problème. Préférence trading central, poursuite du rebond technique sur l'or, vise 1269 et 1276 en extension. Nico qui laissait un lien. Donc à 17h34, on va regarder ça. Sur l'argent journalier toujours. Donc toi tu penses qu'on peut poursuivre le mouvement de baisse vers 1227, 1220 $, hein, c'est ça que montre ton graphique. Donc pour confirmer une figure en ABCD. Je suis pas un spécialiste des figures harmoniques. 23h ça va apporter un peu de mouvement. Oui, avec pour l'économie néo-zélandaise, je pense pas que ça aura d'impact majeur sur les autres devises, mais effectivement il y a de la nouvelle importante du côté de la Nouvelle-Zélande ce soir. On verra bien plus à 20h avec les US. Et il y a quoi comme nouvelle ce soir à 20h du côté des États-Unis? Je vais regarder ça du côté de Forex Factory. Ouais, le budget de la balance fédérale américaine, je pense pas que ce sera une nouvelle majeure, c'est annoncé comme nouvelle moyenne, donc je pense pas que ça aura de gros impact sur les cours. La NZD, effectivement, pour ceux qui traitent le dollar néo-zélandais, par contre, ça peut fortement bouger ce soir. Ça on avait vu pas mal quand même. Taux d'intérêt Nouvelle-Zélande et juste avant 20h budget mensuel. Peut-être ça manque de nervosité aujourd'hui. Nico va réviser ton bac. Joue pas les héros. Correcteur de cette année. Il y a une suite du nombre d'or depuis les plus hauts. Ok, bah toujours en position à la vente donc d'un lot sur l'euro yen que je vais laisser courir tranquillement. Si jamais il y a des décalages, je suis dedans. Un mot pour vous annoncer deux choses que vous retrouvez sur Vidéo Bourse et que j'ai mis en place tout à l'heure. L'organisation d'un webinaire, notamment avec un de nos partenaires XTB. Alors je vous rappelle que c'est important, Vidéo Bourse c'est un site entièrement gratuit qui est financé par la publicité. Donc je remercie déjà les courtiers qui nous font confiance. J'essaie de les sélectionner pour leur sérieux et leur régulation. Leur sérieux, c'est relatif, mais en tout cas j'ai jamais travaillé avec des sociétés qui sont des escrocs, des sociétés qui ne sont pas régulées. J'ai déjà fait par le passé, même s'il y a des belles promesses, etc., rien ne vaut la régulation de l'État. Donc par exemple, là dans le menu de gauche, tous les courtiers que vous voyez sont clairement régulés et autorisés à travailler en France. Et ceux qui sont le plus mis en avant, j'essaie quand même de proposer des courtiers chez lesquels moi-même je me verrais trader. Donc là, par exemple, vous voyez en ce moment c'est FXCM qui est largement mis en avant. Également XTB avec qui je travaille depuis quelques mois maintenant. Bah, merci à eux déjà puisqu'ils permettent au site de fonctionner et ils me permettent de travailler. Du coup n'hésitez pas, si cela suscite votre intérêt, à les tester ou à vous renseigner à leur sujet. Cela contribue et sert l'intérêt global du site et on va dire de la communauté qui est mise en place ici et dans laquelle tout simplement voilà, de la communauté qui est en place ici. Alors le webinaire qui sera organisé, ce sera la présentation de X Social, qui est la plateforme sociale réalisée par XTB. Ce sera le 18 juin 2014 à 18h. Donc je recevrai une de leurs représentantes, Alexandra
Amorim, qui nous présentera cette plateforme de trading. Vous retrouvez déjà sur le forum des vidéos présentant le concept. On ira un peu plus loin, on organisera des sessions de questions-réponses. On verra dans quelle mesure cela peut être intéressant pour des traders. Comment on peut en profiter des deux côtés, à la fois en étant entre guillemets fournisseur de signaux, je ne sais pas s'il présente exactement ça comme ça, et en suivant les signaux d'autres traders. Donc voilà, ça se passera le 18. Avant ça, bien sûr, le grand rendez-vous, c'est vendredi, le Friday Forex à l'espace Champéret à Paris. Je crois que c'est Champéret, oui. Nom majeur. Attends 2 secondes, je vérifie ça. Espace Champéret, effectivement. Donc pour ce Friday Forex, le programme est disponible, il y a une file de discussion dédiée sur le forum. Dernière chose sur laquelle je voulais mettre l'accent, c'est le sondage du mois. Vous savez, chaque mois, je mets en place un nouveau sondage. Donc le sondage du mois dernier, c'était par rapport aux élections européennes et l'impact que cela pouvait avoir sur les marchés, puisqu'on prévoyait un fort score des partis eurosceptiques, et c'est ce qui s'est présenté, mais ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Et nous étions une minorité, parce que moi j'en faisais partie, à penser que ça allait avoir un impact. On a vu que ça a eu peu d'impact sur les marchés financiers. Vous étiez une majorité, 69% sur 42 personnes qui ont répondu au total, à penser que ça n'aurait pas d'impact. Donc ce point de vue était... c'est vérifié. Le sondage du mois, c'est où sera le CAC 40 d'ici fin 2014, d'après vous. Donc répondre au plus près, il y a 3 possibilités, 5500, 4500, donc c'est-à-dire inchangé, ou 3500. Donc en gros, est-ce que vous voulez le baisser, stagner ou monter dans l'ordre inverse, monter, stagner ou baisser. Actuellement, 5 personnes ont répondu, je viens de le mettre aujourd'hui, donc n'hésitez pas à y répondre, ça vous prend 2 secondes, et plus on a de réponses, mieux c'est. Pour le moment, sur les 5 personnes qui ont répondu, c'est mitigé, mais c'est pas encore utile de regarder avec seulement 5 personnes qui ont répondu. C'est tout pour moi, bonne soirée, bon trade, à demain. 14h pour une session de trading, j'espère 14h, en tout cas dans l'après-midi pour une session de trading. Bonne soirée Nico sur Mumble, c'était une bonne journée pour toi, tu disais moyen, c'est ça hein?